Réviser quand on est étudiant, on doit le faire 2 ou 3 fois par an pendant plusieurs années. Il est donc primordial d'avoir une bonne méthode. C'est ce qui vous permettra d'être efficace, de réviser les bons sujets afin de récolter les meilleures notes possibles. Bonjour, je suis Delphine de réussiralafac.com. Ces 3 dernières années, j'ai formé environ 700 managers à l'organisation personnelle efficace. Je suis devenue une experte de ce sujet que je trouve passionnant. Aujourd'hui, c'est avec vous que j'ai envie de partager des conseils qui vous permettront d'optimiser vos révisions. Alors, prêt pour changer votre façon de réviser? C'est parti! Les 5 actions les plus importantes selon moi à mettre en œuvre pour réussir ces révisions sont se connaître, appliquer la loi des 20-80, planifier, s'entraider, s'entraîner. Juste avant d'attaquer avec la première action, j'ai 2 choses importantes à vous dire. D'abord, que toutes les infos données dans cette vidéo sont retranscrites dans un PDF en téléchargement libre sur le site réussiralafac.com. Ensuite, vous y trouverez également une vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez une méthode ludique et terriblement efficace pour faire des fiches percutantes. Mieux se connaître est la première clé pour commencer à mieux réviser. Savez-vous comment fonctionne le cerveau? Le cerveau fonctionne comme un diesel, ce qui signifie qu'il met un peu de temps à chauffer. Mais une fois lancé sur un sujet, il est très efficace, à condition de rester un certain temps sur ce sujet. Si vous vous interrompez constamment, il se passe ce qui est écrit sur ce diagramme. L'arrêt est brutal et le redémarrage lent. Par exemple, vous êtes en train de lire un cours dans le but d'en faire une fiche. Votre téléphone sonne. Vous vous arrêtez net, décrochez, parlez un certain temps et raccrochez. Puis, vous revenez à votre cours. Et là, vous vous posez la question. Où en étais-je déjà? Ah! Et j'avais pensé à quelque chose qu'il fallait que je note dans un coin. C'était quoi déjà? Et toutes ces questions que vous vous posez retardent le redémarrage et vous rendent moins efficace. Alors une solution, c'est de couper tout ce qui est susceptible de vous interrompre pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 3 heures si vous pouvez. Plus vous restez sur un sujet, plus vous serez efficace et donc rapide dans vos révisions. L'idéal est de faire une petite pause tous les 3/4 d'heure pour ne pas saturer. Mais moins vous laissez de place aux pensées parasites, mieux ce sera. Cela vous permettra de ne pas alimenter votre trafic mental. Mais qu'est-ce que c'est que le trafic mental? Imaginez, vous êtes en train de vous concentrer. Essayez de comprendre une notion importante quand soudain, la discussion que vous avez eue tout à l'heure refait surface. Un copain vous proposait une soirée samedi soir, mais vous ne vous souvenez plus si vous êtes dispo. Vous ne lui avez donc pas répondu et depuis, ça vous travaille. La question refait surface de temps en temps. C'est ce qui se passe pour tout ce qui n'est pas résolu, ni noté quelque part. Du coup, votre cerveau vous lance des rappels n'importe quand, tant que vous n'avez pas rapporté une solution à un problème. La solution, c'est d'avoir un agenda, un carnet, un téléphone au choix, dans lequel vous notez tout. Et surtout, dès qu'une idée fait surface, notez-la, pour qu'elle ne vienne plus vous enquiquiner. Et vous savez qu'elle est quelque part, donc vous n'avez plus à y penser. Pour être efficace, il est important de travailler quand vous vous savez efficace, et pas quand Tintin ou Toto s'y mettent. Réviser avec les copains, c'est très bien. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Mais s'ils ont des rythmes opposés aux vôtres, mieux vaut ne pas le faire trop souvent. Sinon, vous mettez 2 fois plus de temps à réviser qu'eux, et cela sera une grosse source de stress et de baisse de confiance en soi. Pour connaître son rythme, il y a des questions très simples à se poser. Suis-je du matin ou suis-je du soir? Par exemple, je suis très efficace le matin jusqu'à midi. Après, j'ai une baisse de régime et de motivation, donc je fais les choses les plus difficiles qui me demandent le plus de concentration le matin, et je travaille en groupe l'après-midi. Les interactions me redonnent de l'énergie et de la motivation. Cette cadence me permet d'avoir des journées optimisées. Le matin, je travaille seul, l'après-midi, en groupe. Suis-je rapide ou suis-je plutôt lent? Cette question est subjective, contrairement à la première. Elle se mesure par rapport aux autres. En général, on a une bonne idée d'où on se situe. On sait qu'on met plus de temps ou moins que d'autres à réviser. La réponse à cette question est primordiale pour planifier vos révisions et vos séances en groupe. Si vous êtes plutôt lent et que vous travaillez avec des rapides, il peut se passer 2 choses. Soit ça vous booste un peu, soit ça vous stresse. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais et que les autres sont plus intelligents que vous, ce qui n'est pas vrai. Ils ont juste un rythme différent. Et si vous êtes rapide et que vous travaillez avec des plus lents que vous, ça vous ralentit et ça vous stresse parce que vous avez l'impression de ne pas avancer. La solution, c'est de planifier seul vos révisions en fonction de votre rythme à vous.
Ne travaillez que de temps en temps avec les autres sur des sujets ciblés, préparés à l'avance, par tous et dans un temps déterminé. En conclusion de ce premier chapitre, prenez le temps de connaître vos rythmes et prenez-les en compte. Coupez les interruptions pendant vos temps de travail. N'écoutez vos messages ou ne lisez vos mails que toutes les 45 minutes si vous en avez vraiment besoin. 3 fois par jour si vous pouvez. Travaillez avec des personnes qui ont le même rythme que vous, dans la mesure du possible. Appliquez la loi des 20-80. La loi de Pareto ou encore loi des 20-80 est très connue du monde de l'entreprise et est très peu connue du monde des étudiants. Laissez-moi vous en révéler le contenu. Cette loi a été découverte en 1897 par l'économiste italien Vilfredo Pareto. Il a constaté, en étudiant la distribution de la richesse et des revenus, que 20% des personnes possèdent 80% des richesses. Puis il a découvert que ce modèle de déséquilibre, on n'est pas sur du 50-50, apparaissait immanquablement dans les données d'autres époques, d'autres pays et sur d'autres champs d'application. Par exemple, 20% des routes contiennent 80% du trafic. Depuis que j'ai constaté ça à Paris, j'évite soigneusement ces 20% de routes, surtout aux heures de pointe. Et c'est fou de constater à quel point, dès qu'on sort de ces zones encombrées, les quais, le périph', les grandes avenues, il n'y a plus personne. Au restaurant, 20% des plats de la carte sont servis 80% du temps. 20% de vos actions apportent 80% du résultat. Je pense que vous avez saisi le principe. L'enseignement qui est à tirer de cette loi pour vos examens, c'est que 20% du programme tombe 80% du temps. Si vous avez passé le bac, c'est un phénomène que vous avez pu remarquer en révisant dans vos ANABAC. Certes, les données changent, mais pas le sujet en lui-même. Action. Trouvez les 20% de sujets, d'exercices qui tombent 80% du temps et révisez-les en priorité. Ensuite seulement, révisez les autres. Ma recommandation ici n'est surtout pas de faire des impasses, mais de passer plus de temps sur les sujets les plus importants. Si vous avez du mal à les identifier, cherchez les sujets qui sont tombés les 2 années précédant la vôtre. Allez interroger les anciens, demandez leurs sujets et les corrections. Ça vous fera du même coup de la matière pour vous entraîner. Planifier. Une grosse erreur que commettent la majorité des étudiants, et j'en ai fait partie, c'est de ne pas planifier ses révisions. En entreprise, c'est le contraire. On planifie et même on surplanifie. Je vous ai rapporté de mon ancienne vie de chef de projet un outil de planification utilisé pour contrôler le suivi des opérations et le respect des plannings. Cet outil, nommé diagramme de Gantt, fonctionne sur le principe du rétroplanning. Mais qu'est-ce donc que le rétroplanning ? C'est une planification qui part de la date de fin, celle de l'examen dans notre cas, et remonte jusqu'à aujourd'hui. Elle permet donc de lisser ses révisions dans le temps et nous prémunit du rush de dernière minute pour manque d'organisation. Utiliser ce type d'outil vous permet également de vous familiariser dès maintenant avec le monde de l'entreprise. Ça, c'est pour le deuxième effet qui se coule. Le diagramme que vous voyez a été réalisé avec un outil en téléchargement gratuit sur le net. Vous trouverez le lien dans le PDF mis à votre disposition sur réussirlafac.com. Comme vous pouvez le constater, ce diagramme vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre programme de révision. Je vous conseille d'être aussi spécifique que possible. Plus vous détaillez vos actions, plus il vous est facile d'en estimer le temps et donc d'avoir une estimation juste. Par exemple, au lieu de dire juste réviser la matière 1, dites lire le cours, faire la fiche, faire les exercices et estimer chacune de ces portions. C'est votre feuille de route à afficher au-dessus de votre bureau. L'agenda papier, Google, smartphone, chacun ses préférences en matière d'agenda. Vous pouvez l'utiliser en complément. Le diagramme donne une vue d'ensemble, mais n'entre pas dans le détail de vos journées, et il reste au-dessus de votre bureau. Votre agenda rentre dans le détail et vous suit partout. Il vous permet de mettre précisément des heures de début et de fin, d'intégrer des déjeuners, des sorties au ciné, etc. J'insiste, plus vous serez précis, plus il sera facile pour vous au fur et à mesure d'estimer de mieux en mieux votre charge de travail. Vos révisions seront plus efficaces et le temps de loisir sans stress. S'entraider. J'insiste sur cette notion que j'ai déjà abordée dans le guide Les 7 secrets des étudiants universitaires qui réussissent. S'entraider permet à la fois de travailler en équipe, mieux comprendre, gagner du temps. Travailler en équipe. Les révisions, seul dans sa chambre, son studio ou à la bibliothèque, c'est pas toujours très fun. Réviser à plusieurs, sous réserve de le faire sérieusement, peut vous permettre de travailler intelligemment tout en s'amusant. À plusieurs, on peut se soutenir, s'encourager, faire des pauses sympas, planifier une sortie en fin de journée. Cerise sur le gâteau, ça permet également de s'initier au travail d'équipe, si cher à l'entreprise. Si vous jouez vraiment le jeu, vous serez alors capable d'en parler quand viendra l'heure de postuler. Et c'est ce qui m'a permis de décrocher mon stage de chef de projet en Bac+5. C'est parce que j'avais été capable d'organiser des séances de travail en Bac+5 et d'en parler que ma candidature a été retenue.
Mieux comprendre. Quand vous révisez une matière avec laquelle vous n'avez pas beaucoup d'affinité, non seulement vous traînez les pieds pour vous y mettre, mais en plus vous mettez plus de temps à bien cerner le sujet que pour des matières que vous affectionnez. Si vous trouvez une personne qui aime cette matière et la comprend bien, associez-vous dans vos révisions avec cette personne. Elle peut refuser bien sûr, mais c'est gratifiant d'avoir quelqu'un qui vous demande de l'aide. En plus, expliquer un cours, un exercice, permet de l'assimiler encore mieux. Et beaucoup d'étudiants en ont déjà fait l'expérience. Ce système vous permettra de bénéficier d'un cours particulier qui vous permettra de comprendre 2 fois plus vite. Ce genre de deal marche mieux si vous pouvez apporter quelque chose en retour à votre interlocuteur, bien sûr. Être bon dans une matière dans laquelle lui, par exemple, pêche. L'inviter à dîner ou à déjeuner. Sinon, il faut que dans le groupe, une personne puisse combler ce besoin. Plus vous fonctionnez en mode gagnant-gagnant, plus vous rendez vos partenariats durables. Si on vous identifie comme un parasite, on vous aidera une fois et pas deux. Et ça, c'est pas du tout dans votre intérêt. Gagner du temps. Et au final, vous gagnez du temps. Et gagner du temps en révision, c'est précieux. Ça permet par exemple de garder ses soirées pour se détendre. Et on se détend d'autant mieux qu'on sait qu'on a été efficace et productif dans la journée et que le planning est tenu. Donc, pas de stress. S'entraîner. Visez le plus haut niveau. Comment croyez-vous qu'Usain Bolt est arrivé au niveau où il est? Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir son profil sur Internet. Tous les grands athlètes s'entraînent sans relâche. Ils ont un but élevé et essayent de l'atteindre. Ils ne veulent pas juste monter sur le podium, ils veulent la médaille d'or, le record du monde. Et certains ne l'auront peut-être jamais, mais ils vivront quand même de leur passion et feront leur maximum à chaque nouvelle compétition, pensant que cette fois-ci peut-être. Cette exigence, nous devrions tous nous en inspirer. Ne visez pas juste la moyenne, visez l'excellence et gardez cette exigence dans votre vie professionnelle, même si vous n'avez plus de notes. Et si vous n'en êtes pas capable, peut-être que vous vous êtes trompé de voie ou d'objectif. Par exemple, même si je ne suis plus informaticienne aujourd'hui, j'étais très motivée par décrocher un bac+5 et commencer à travailler. C'est ce qui m'a permis de garder ma motivation et de faire de mon mieux jusqu'au bout, même si je savais déjà au fond de moi que je ne serais pas informaticienne toute ma vie. Mais ça, c'était pas grave. Je voulais coûte que coûte mon bac+5. Faire le plus d'exercices possible. Pour l'anecdote, il m'est arrivé une fois de tomber exactement en examen à bac+2 sur le même exercice que j'avais fait la veille. Les données numériques, tout était pareil. Je l'avais trouvé dans un bouquin de la bibliothèque de l'université et il comptait pour 11 points sur 20. Et j'ai eu les 11 points. Je venais de faire l'exercice et je m'en rappelais très bien. Et je l'avais compris. J'avais choisi cet exercice parce que je le trouvais complet, que je savais qu'il n'y en aurait un de ce type, d'après la loi des 20-80. Donc l'idéal, pour savoir un peu ce qui nous attend en examen, c'est de connaître des personnes de la promo du dessus et de ne pas hésiter à aller leur demander de vous montrer leurs examens, leurs cours, leurs exercices, tout ce qu'ils voudront bien vous passer de leur année précédente, donc celle que vous êtes en train de faire. Ensuite, bachoter. Ça a marché pour le bac et ça marchera toujours ensuite. Plus vous faites d'exercices, plus vous irez vite le jour de l'examen et moins il y aura de place pour le stress. En général, le stress arrive parce que vous n'êtes pas sûr de vous et il s'aggrave si vous n'arrivez pas à démarrer le premier exercice. En général, on se met alors à regarder tous les autres et à se dire « c'est trop long, c'est trop dur » et il peut même en arriver à vous bloquer et à vous faire échouer. En vous entraînant correctement, vous ne laissez plus beaucoup de place pour le doute, donc le stress. Vous installez des réflexes. Avant de vous quitter, il me reste encore 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est d'appliquer tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Le second, c'est de télécharger le PDF associé à cette vidéo sur le site réussiralafac.com. Et le troisième, c'est d'aller visionner notre vidéo bonus qui vous explique comment faire une fiche synthétique et percutante pour booster encore plus votre efficacité. Et tout ça en téléchargement gratuit sur réussiralafac.com. Enfin, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les communiquer, nous vous répondrons. À bientôt.